Et donc, on enchaîne avec Claire Géado pour notre bulle audio podcast, le seigneur de l'audio. Et vous pouvez l'applaudir. Bonjour. Alors Claire, on est super content de t'avoir parce que, en fait, Claire, vous allez voir, elle va vous raconter son parcours. Je pense que c'est le rêve de toutes les plumes ici. C'est vrai. C'est vrai. Bon, au-delà d'être talentueuse, mais il y a d'autres personnes très talentueuses dans la salle. Mais ce qui est difficile, c'est justement de réussir à réaliser. Je vais commencer d'ailleurs sur ton premier roman qui s'appelle La Jurée. Hop, je vais l'afficher. Donc premier roman et puis carton quoi, carton, des prix, des ventes, des retombées presse. Waouh, super. Deuxième roman, voilà, qui est sorti il y a quelques mois, idem. On pourrait se dire bon bah elle est écrivaine, mais non. En fait, elle n'est pas écrivaine. En tout cas, à la base, t'es pas écrivaine. Ou alors c'est la slasheuse. C'est à différentes casquettes. Parce que et là on arrive au podcast. On a aussi le podcast. Là, tu vas nous raconter donc, comment t'es arrivé au podcast. Mais en fait, tu viens du monde de l'édition. Et puis, c'est ce que tu vas raconter à notre assistance que vous allez adorer. En fait, au début, tu travailles sur Tortue Ninja Magazine. Vrai? Tout Donc, à fait, ouais. raconte-nous. Tout à fait. D'abord, merci de m'accueillir aujourd'hui. Je suis ravie d'être là. J'ai l'impression d'avoir des collègues pour une fois, c'est pas mal. C'est assez rare. Effectivement, je commence avec un parcours littéraire assez classique, au gagne-gagne, une licence de lettres, un master de littérature en Angleterre, et je termine mes études par un master d'édition à Paris. À Saint-Bonne-Nouvelle et je sors de là après avoir fait pas mal de stages et cetera avec l'envie de travailler dans l'édition jeunesse et donc je passe 5 ans, dans l'édition jeunesse, dans une petite, boîte. Ils me recrutent, ils sont en train de se construire. C'est vraiment les débuts pour eux. Ils ont besoin de quelqu'un. Moi, j'ai des premières missions en freelance en parallèle. Donc on trouve assez vite un compromis qui va changer beaucoup de choses dans ma vie et c'est pour ça que j'en parle, ça fait quelques années. C'est que, au départ, la fille me dit: «Ben, je te prends mais 3 jours par semaine». Je me dis: «Ah bah, ça tombe bien parce que j'ai un guide de voyage à faire pour Hachette, j'ai un peu des missions à droite à gauche, mais clairement pas suffisamment pour remplir mon frigo». Donc j'aimais bien l'idée d'avoir, 3 jours par semaine, dans une boîte. Ouais, vous m'entendez bien, ouais. 3 jours par semaine dans une boîte et puis les 2 autres jours où je fais du free. Donc le modèle commence comme ça. Et en fait, ça va durer 5 ans comme ça et pendant ces 3 jours qui sont ensuite devenus 4, je suis effectivement rédactrice en chef de Tortue Ninja Magazine, de, Barbie Magazine. Je travaille sur beaucoup de licences du type Scooby-Doo, Club des 5, Disney, Hello Kitty. Alors, je vous avais dit qu'on rêverait tous d'être Claire. Hein. Alors le problème, c'est quand on commence par ça, c'est un peu le sommet de la carrière et après on fait que dégringoler, vous allez être déçus par la suite, mais je fais ça et franchement, je m'éclate. Et puis au bout de quelques années, on me propose de travailler aussi sur une collection de romans pour ados. Et c'est un peu l'époque, Twilight, Gossip Girl et tout ça donc je découvre le monde des zombies et pareil, je m'amuse plutôt pas mal. Mais t'es très jeune, on est d'accord, c'est ton premier C'est job, en mon fait. premier job, ouais, c'est vraiment mon premier job et donc il me reste 1 ou 2 jours par semaine en fonction des semaines, des années et tout ça, pour faire d'autres choses et le d'autres choses et ben, ça du genre c'est un guide de voyage par an pour Hachette, et puis, j'ai des copains dans la com qui me disent: «Ah, on a besoin de quelqu'un pour écrire» et là, la liste, c'est vraiment tout et n'importe quoi. On me fait écrire vraiment, mon père qui est expert comptable me fait écrire ses éditos sur la loi de finances. Enfin, j'y comprends rien, mais je m'en sors quand même. Hem, un pote me dit: «Moi, j'ai un communiqué de presse à faire pour Universal, sur le lancement d'un casque audio». Ah bon d'accord, je prends. Nous, on lance un site pour Blédina, il faut trouver un peu des idées de petits jeux. Bah, ça tombe bien, je fais ça toute la journée pour Scooby-Doo, donc je vais faire ça pour Blédina. Enfin voilà. Je me mets à travailler ma plume en fait, sans m'en rendre compte, mais à la rendre, plastique, à la rendre, souple et à faire en sorte de pouvoir écrire sur un peu tous les types de sujets et tous les types de supports. Et donc en fait, pendant 5 ans, c'est vraiment ce que je développe. À la fois une gestion de projets éditoriaux, quand même dans cette petite boîte avec tous nos magazines, tous nos projets.
On fait une centaine de livres et de magazines par an et on est 2, hein, donc en fait, je bosse beaucoup et puis de l'autre côté, bah, je j'écris. Et tu freelance, on est d'accord, hein? Oui, oui, elle pendant 5 ans, elle essaie de me salarier. Pendant 5 ans, je lui dis: «Oh, je peux pas, j'ai pas le temps. Franchement, pourquoi?» Donc je suis freelance et puis franchement, c'est comme ça que je te l'ai raconté, mais c'est vraiment ça, j'ai l'impression un peu sur un malentendu. Un DRH chez Havas, Paris, l'agence de com, me contacte en me disant: «Votre parcours nous intéresse». Et là, je fais: «Ah, Cheval Girl magazine vous intéresse vraiment? Vous êtes sûr?» Mais oui, parce qu'en fait, ce qui les intéresse, c'est ce que moi j'avais pas vraiment vu, c'est que j'ai cette, double casquette de gestion de projets éditoriaux, de vision éditoriale et puis j'y vais franchement pour voir, en me disant: «Ouais, je suis jamais allée à la Défense, moi je fais des magazines pour enfants, quoi. Allons voir ce que ça donne». Les gens que je rencontre, je les trouve intéressants. Ils me parlent de projets qui n'ont rien à voir avec mon quotidien, mais pourquoi pas? Je me dis: «Bah tiens, je vais m'ouvrir une porte, je vais aller voir, pas grand chose à perdre» et hem et donc j'y vais en me disant: «Franchement, j'y passe peut-être 1 an et on verra bien» et j'y ai passé 5 ans. Parce que, d'un coup, mon métier est devenu autre, mais j'ai ouvert une nouvelle perspective, j'ai appris plein de choses, j'ai appris à parler devant un comex, j'ai appris hem, à gérer des problématiques de contenu, pour, Louis Vuitton, pour Veolia, pour, Orange, pour, voilà, des gros CAC 40 avec des clients, passionnants sur des sujets. À chaque fois, bah, c'est une plongée totale quand on nous dit, «Ah tiens là, on est sur un appel d'offres pour Alstom, vous imaginez, voilà un magazine, ou une strate éditoriale» et cetera. OK, j'y connais rien, bah, j'y vais et pareil, il y a cette idée de curiosité qui revient de, je touche à plein de domaines différents et ça m'amuse. Alors, tu bien les problèmes dans le sens les problématiques aussi, hein? Tu bien les résoudre. Mmh. Ouais, ouais, j'aime, j'aime bien me creuser les méninges. Ouais. Et donc j'y passe 5 ans et pareil, je m'amuse bien. J'ai juste un problème, c'est que là-dedans, on parle plus beaucoup de livres et moi, quand même, au départ, j'ai cette passion-là, en fait. J'aime lire, j'aime en parler, j'aime partager mes derniers coups de cœur et à la machine à café ou à la photocopieuse, c'est pas forcément le sujet qui revient. Donc Alors, on dit pas que dans les agences de communication, on ne lit pas, hein, c'est pas ça. on n'a pas forcément le temps d'en On n'a parler. pas forcément le temps d'en parler, c'est ça. Et je me dis moi, pendant mes études, j'avais, été dans une radio associative à Rennes, Radio Campus Rennes et j'ai passé 1 an à la fac et à Rennes et j'y ai passé beaucoup plus de temps que sur le banc de la fac parce que je sortais de 2 ans de prépa, j'avais besoin de prendre l'air et j'y ai appris beaucoup, beaucoup de choses et donc à ce moment-là, je commençais à écouter des podcasts, notamment Arte Radio. Déjà en 2018, mine d'or incroyable. Et je me dis: «Bah, tiens, je pourrais peut-être créer un podcast qui parle de livres» et c'est comme ça qu'arrive Pile, heu, Pile qui s'appelle Pile parce que c'était pile le bon livre pour le bon moment. Donc chaque épisode qui durait 5 minutes, même pas, partait, de l'idée qu'on lit pas la même chose quand on est, déprimé au fond de son lit après un chagrin d'amour ou, quand on est, en voyage de noces ou quand on est à la veille de se marier, dans la salle d'attente d'un gynéco, chez le coiffeur, j'ai fait plus de 50 situations différentes, donc je peux vraiment vous trouver, tout type de livre et donc chaque épisode conseillait un livre par rapport à un moment. Je faisais aussi des hors-séries avec des écrivains, de metteur scène, avec, des influenceurs, enfin avec les gens que j'avais envie de rencontrer en fait, Donc 2018, tu es, donc toujours, chez Havas Paris, hein, l'agence de communication. Tu bosses beaucoup, mais tu as besoin d'avoir cette bulle encore, hein, de parler, de tes lectures, de partager tes lectures. 2018, dans, le monde du podcast natif, vous savez, c'est les créations de podcasts hors replay radio. 2018, c'est le tout début en France. En gros, le podcast natif, il est né dans les années 2010-2015, en Amérique du Nord, États-Unis, Canada. Vous avez des créateurs, créatrices de contenu qui ont vraiment émergé sur le podcast. Mais en France, c'est 2018. Et en fait, toute cette bande-là, donc de pod 2017-2018, alors je le dis quand même pour eux, c'est qu'il y a déjà beaucoup de podcasts qui existent, mais c'est vraiment niche. ouais. Pour le coup, des podcasts, un peu de geek,
un peu, ouais, c'est juste qu'à ce moment-là, ça émerge sur des thématiques plus grand public et qui viennent toucher plus directement les C'est gens. ça, c'est que le podcast natif existait déjà avant, bien sûr, hein, depuis le début des années 2000, mais c'est à ce moment-là, 2017-2018, que vont émerger les podcasteurs français que vous connaissez très certainement tous. C'est Mathieu Stéphanie avec Génération Do It Yourself, c'est aussi Lorraine Bastide, c'est Clémentine Gallet avec Clémentine Gallet Bliss, avec Bliss, Grégory Pouy Vlan. avec Blanc, ouais. Voilà, donc si vous regardez aujourd'hui les tops écoute des podcasts sur les plateformes, vous aurez beaucoup de replay radio, ça représente encore 80-90% du marché français. Et ensuite, vous aurez ces 10-20% restants qui seront sur des top créateurs de contenu et créatrices de contenu. Et le podcast de niche, il existe toujours, mais il représente peut-être moins d'1% des écoutes. Et toi, à ce moment-là, tu fais partie en fait de ces top créatrices de contenu, de cette bande qui est en train d'essayer de percer cette bulle du marché français du podcast. C'est génial parce qu'en fait, à ce moment-là, on a tous des jobs, hein, évidemment, et on se lance tous à côté, hein, par pure passion, et en se disant: «Tiens, moi, j'ai ce sujet-là». Donc moi, c'est la littérature, d'autres, c'est l'entrepreneuriat, d'autres, c'est la maternité, la spiritualité, enfin, voilà, tout se décline et tout le monde est en train de se structurer. Donc en fait, on rencontre très vite, tous les grands acteurs du podcast, Spotify qui décide de s'orienter un peu plus sur le podcast. Bon, bah, nous, on organise un apéro, bah, Spotify vient nous présenter un peu ce qu'ils font, ils nous mettent quelqu'un à disposition avec qui on peut discuter pour faire des mises en avant, on rencontre évidemment, ouais, on rencontre les grands. Tout ça est un milieu assez ouvert, assez joyeux, assez bordélique aussi. Heu, C'est l'effervescence. oui, C'est c'est les un peu bulles effervescentes. c'est les frémissements du début, ça éclate un peu plus tard. Aujourd'hui, il y a beaucoup changé, mais dans ces premières années-là, en plus, il y a quand même plutôt de l'argent, quoi. Les studios, ils sont en train de se monter. Il y a des levées de fonds qui se font, c'est à ce moment-là, hein, que Binge s'est créé un tout petit peu avant, Nouvelles Écoutes s'est créé avec, La Poudre avec Lorraine Bassy peut-être en 2017, Bababam. Bababam, enfin tous les studios sont en train de se monter donc voilà, il y a une effervescence qui est vraiment sympa. Et Pile, c'est en fait, un des, ou le premier podcast, qui parle de livres. Donc il est très vite identifié, notamment par les médias. Donc il y a des articles, franchement, on a eu, Elle, enfin, moi en fait, je les ai pas, mais Lire, Elle, Cosmo, on a parlé un peu partout. Il est du coup très bien référencé, donc très vite, il y a pas mal d'écoutes, en Alors aussi Ouest France, hein. Alors Ouest France, fait. te Évidemment, ouais. présenter à chaque fois, c'est la vanneutaise Claire Géano, que vous C'est le pouvez lobby breton, ça. exactement. Hem, mais là, on se dit, parce que tu vois, on a cité d'autres podcasteurs avec lesquels tu as débuté, qui aujourd'hui, en fait, consacrent quand même une grande partie de leur temps, si ce n'est leur métier, à faire ça, hein. Lorraine Bastide, Mathieu Stéphanie. Tu vois, ils ont leurs médias et sont des créateurs et créatrices de contenu professionnels. Même si Lorraine Bastide, c'est particulier, je vais plutôt prendre Mathieu Stéphanie. Tu aurais pu aussi faire partie de cette bande. Mais tu es insaisissable, à l'image de Donatello dans les Tortues Ninja. Merci pour cette comparaison. Non, il y a plusieurs choses. D'abord, je fais ça vraiment par, passion et à aucun moment je me dis: «Il faut que je trouve un modèle économique à ce podcast». D'autre part, même si j'avais voulu en trouver un, c'est très compliqué sur le livre. Qu'est-ce qui compte? Ce qui compte, c'est quand même ce lien. Vous voyez bien juste avant moi, vous demandez quels sont tes derniers coups de cœur en BD, en roman graphique, et là, on compte sur l'opinion de la personne, si vous posez cette question-là, c'est parce que vous vous dites: «Tiens, a priori, on a des intérêts communs, cette personne m'intéresse, donc j'ai envie de savoir ce qu'elle regarde». Si moi, je commence à faire des partenariats avec des maisons d'édition, ça peut très, très vite biaiser mon rapport aux auditeurs, mon rapport aux lecteurs. On va se dire: «Ah bah oui, mais en fait, elle est payée pour, recommander ce livre-là», et tout de suite, ça fausse la relation et potentiellement, c'est très compliqué de trouver un modèle, Et là-dessus. La Grande Librairie version podcast, tu y as pensé? Et alors, oui, non, pas vraiment, pas comme ça. Non, ce à quoi j'ai pensé, ce qui me donnait très envie, c'était de garder ce podcast, un peu tel qu'il était. Éventuellement, je savais, faire des hors-séries, pour le coup un peu différents et tout ça, mais surtout j'avais envie, heu, d'exporter cette passion de la littérature, dans la vraie vie, en fait. Heu
mon envie, c'était peut-être de faire ce qu'on appelle aujourd'hui des reading parties. Il y a des maisons d'édition qui organisent ça en ce moment. Il y en a une à l'Opéra Bastille, par exemple, où ils ont réuni, je sais plus, peut-être 150 personnes, qui pendant 2 heures étaient éparpillées un peu partout dans l'opéra pour lire ensemble. Moi, j'avais envie de faire des rencontres avec des auteurs, j'avais envie de, voilà, de créer des moments un peu inédits autour de la lecture. Sauf que, vous avez compris, je crée début 2018 et en 2020, il y a un truc qui m'empêche un peu de faire ça. Ils me disent: «Pas grave, sois patiente» et tout ça. Et puis, en fait, la vie fait que, bah, 2020-2021, ce sont pas des années où on peut imaginer ça du tout, et donc je change un peu, il manque une étape. C'est pour ça que j'arrive plus à le raconter, mais c'est que, hem, je décide de continuer pile, mais surtout je commence à avoir des propositions, des opportunités pour faire des podcasts pour des marques, pour faire des podcasts pour d'autres gens, puisqu'en fait, voilà, on est dans cette effervescence. Oui, et ce qu'on doit dire aussi, c'est que, en fait, le podcast, c'est vraiment, ton second cerveau, ta seconde vie à côté de l'agence, à côté d'Havas. C'est que chez Havas, tu fais pas de podcast. Si, ça peut m'arriver. D'accord. Ouais, bah, parce qu'en fait, du coup, à l'agence, les gens savent que je fais pile, c'est pas un secret. Donc, quand, il s'agit de faire de l'audio pour des marques qui commencent à s'y intéresser, c'est plutôt moi qui travaille dessus. Donc, par exemple, je fais des capsules audio, grâce à podcast, il y a pas de flux RSS, de récurrence, de régularité, mais j'ai fait de l'audio pour pas mal de clients, De la notamment pour Louis création audio, Vuitton, ouais, de la d'accord. création audio, ouais. Mais là, les sollicitations que tu as, c'est pas Havas, c'est toi, Claire C'est Géano. pour moi, oui, D'accord. c'est ça. Et surtout, il y a un moment un peu de bascule. C'est qu'un jour, je vois un appel à projet de l'UNA, les archives de Radio France. Mais quand même une mine d'or incroyable et un accès direct à tous les gens les plus, prestigieux, intéressants, du monde puisqu'ils sont dans ces archives, de la radio. Et moi, j'ai grandi avec la radio. Il y a une radio dans chaque pièce de la maison de mes parents. Il y en a une dans chaque salle de bain. Il y en a une dans la cuisine. Il y a la table à repasser. La télé, elle était jamais allumée, mais par contre, la radio continue. Donc, les archives de Radio France, ça me parle. Je réponds à cet appel à projet avec un copain qui s'appelle Adrien Lebon et lui, il est ingénieur du son, il compose, il réalise, il sait faire tout ce que moi je ne sais pas faire. On dit à nous 2, on va répondre à cet appel à projet, on va essayer de le gagner et c'est ce qui se passe, sauf que là, ça ne devient plus possible de tout faire et l'agence et le podcast et l'avoir en public par ailleurs et ce projet, ça passe. Donc je demande à prendre 2 mois de coacher sans solde. Pour faire ce projet. Chez Avast, ils acceptent. Ils ont toujours été très sponsors de ce genre d'initiative et donc je passe 2 mois à fouiller dans les archives, à écrire une série en 7 épisodes qui s'appelle F, Chronique d'un féminisme ordinaire, qu'on peut toujours retrouver, en ligne, soit sur Radio France, soit F, Chronique d'un féminisme ordinaire. Et c'est un peu une réponse à tous ces podcasts féministes, que j'écoute depuis, des mois ou des années et où moi je me dis: «Ben, j'écoute Lorraine et moi je me sens pas tellement ça, je suis pas sûre d'être féministe comme elle. Peut-être du coup je suis pas féministe. Est-ce que je me sens pas militante? Moi je suis pas quelqu'un qui manifeste, alors est-ce que je peux vraiment utiliser ce mot-là pour moi?» Et surtout pourquoi est-ce que j'ai cette vision-là du féminisme? Tiens, ça vient peut-être de la radio. Qu'est-ce que la radio m'a donné comme image? Et donc je Et fais tu t'éclates, enfin, on peut le dire là, c'est 2 mois ouais, où tu travailles sur ce projet, INA Archives de Radio France. mmh, Heu, tu es épanouie comme jamais. ah ouais, comme j'avais en plus je fais ça, je en juillet-août, c'est ce qui arrange, l'agence et donc je fais ça à travers la France. Je vais chez des copains avec mon ordinateur et je fais mes recherches dans les archives sur mon ordinateur. Ça je me perds pendant des heures. Je commence à écouter une interview de Virginie Despentes, puis en fait, 1 heure après, je suis toujours en train d'écouter alors je devais prendre un extrait de 3 minutes et je m'éclate. Et quand je reviens à l'agence, je me dis: «Quand même, il y a un faisceau là d'éléments entre, mon podcast qui fonctionne bien, les propositions de marques, de studios qui commencent à arriver, mon envie profonde, de continuer à écrire et à fabriquer, de l'audio». Tu es Bon, plus la même. peut-être Alors que ce qu'on doit dire aussi, avec l'agence de communication, on a un certain nombre de personnes dans la salle qui font partie de ce monde-là, c'est quand même un rouleau compresseur.
C'est qu'on travaille beaucoup. Alors c'est vrai qu'on est stimulé parce qu'on a beaucoup de sujets sur lesquels on travaille et ça change. Alors peut-être pas tous les jours, mais en tout cas toutes les semaines. Mais il y a une certaine lassitude au sens usure fatigue qui s'installe. Et quand on vit des expériences comme toi pendant 2 mois où on sort complètement de ce quotidien professionnel et qu'on fait quelque chose qui nous prend aux tripes, on n'est plus la même personne. Et toi, c'est ce qui t'arrive, Claire, c'est que tu reviens et t'es plus la même. Je suis plus la même et puis j'ai pas terminé. Donc en fait, je reprends la vie à l'agence, mais le soir et le week-end, il faut quand même que je termine ma série parce que 2 mois pour, 7 épisodes, c'est présente, je sais plus exactement, mais ça doit être 1h40 en tout d'écriture, tissé avec l'archive, enfin, il y a une mise en son aussi qui est un gros boulot. La musique a été composée, alors certes pas par moi, mais on a fait ça vraiment en binôme. Et puis à la fin, après avoir enregistré les 7 épisodes avec Adrien en studio, bien comme il faut, il avait tout monté et puis à la fin, il me dit: «Bon bah c'est super, maintenant on va recommencer». Comment ça, on va recommencer? Écoute le premier épisode, écoute le dernier. Il y a plus la même voix, il y a plus la même aisance, il y a plus le même phrasé. On va tout réenregistrer. D'accord. Donc Les ingé sons, qu'on salue. d'ailleurs, qui me dit: «Arrête de dire Ouest France, on dit Ouest France, il y a pas de E». Ah d'accord, d'accord, je recommence. Un boulot de fourmi, génial, mais très prenant. Et donc, oui, je me dis quand même mon envie aujourd'hui, elle est plutôt là. Et donc on va dire comme ça, je négocie durement mon départ, parce que c'est pas très drôle, avec comme idée en tête, heu, de faire du podcast un métier, ce qui est pas si évident que ça en est donc en 2020. Le podcast un métier, c'est pas encore, le cas de beaucoup de gens. Heu, Et puis c'est, on peut le dire aussi, la jungle, parce que c'est le moment où on parle beaucoup des podcasts de marque, mais le gros problème des podcasts de marque, c'est que personne les écoute. Voilà, donc c'est très bien. En général, on fait un POC, hein, on fait un test, c'est super, le produit plaît, mais ensuite derrière, quand on regarde les performances, personne les écoute. il faut pas me lancer sur ce sujet parce que personne ne sait communiquer sur les podcasts. Mais Exactement. même encore aujourd'hui, j'ai fait un super podcast pour, Leroy Merlin l'année dernière, à l'occasion de leurs 100 ans. C'est un podcast, plutôt interne, parce que, ils ont une audience incroyable. Ils sont 28 000, chez Leroy Merlin en France, donc super audience. On a fait un podcast vraiment très sympa où on fait se rencontrer 2 collaborateurs de chez Leroy Merlin. C'est une rencontre surprise, ils savent pas qui est-ce qu'ils vont avoir en face d'eux et à chaque fois, ils ont des points communs qu'ils découvrent au fil de la conversation. Et donc j'ai fait rencontrer, par exemple, l'arrière-petit-fils d'Adolphe Leroy, mari de Rose Merlin, donc Leroy Merlin, avec, le fils du premier employé du premier magasin qui connaissait très bien, Adolphe Leroy puisqu'il allait prendre le chocolat chaud avec Rose Merlin le mercredi après-midi pendant que son père travaillait. Enfin, ils se rencontrent pour la première fois et c'est hyper émouvant, hyper beau. Et ce podcast, j'ai jamais les chiffres d'écoute, mais je sais qu'il est peu écouté parce qu'ils n'ont pas réussi à communiquer dessus. C'est pas faute d'être une ancienne communicante et compliqué de leur donner des mais les marques encore aujourd'hui ont tendance à foncer dans: «Ah super, on a envie de faire un podcast», mais pas forcément à travailler l'étape d'après qui est comment est-ce que ce podcast il arrive. Moi, je fais beaucoup de podcasts de com interne. Comment est-ce qu'il arrive aux collaborateurs? Donc on revient à 2020. Donc tu quittes l'agence, et tu te remets en freelance, en fait. Tu te Ouais, remets indépendante. ouais. Je me Avec rends le podcast, comme offre centrale? vraiment dès le départ, je me dis: «Je vais avoir, faire une vie à 2 jambes». La première, c'est le podcast, j'essaye d'en faire mon métier et l'autre jambe, c'est que je vais enfin faire de la place à écrire un roman. Heu et donc pour commencer, la première étape pour ça, c'est comme je sais déjà un peu, heu, sur quoi enfin l'idée que j'ai, c'est d'écrire sur les coulisses d'un procès d'assises. L'envie que j'ai, c'est de raconter un procès à travers les yeux d'une jurée. Heu, comme j'ai ça dans la tête, je me dis que la première étape, c'est ce que je fais la première semaine après avoir quitté Havas, je vais voir un procès pendant une semaine à Rennes. Tout le monde me dit: «Mais quoi? Tu pars pas en vacances, mais profite, tu viens de bosser comme une malade pendant 5 ans, profite». Et en fait, j'ai vraiment raison de faire ça parce que, on est la première semaine de mars 2020 quand je vais voir ce procès et la semaine d'après, tous les tribunaux ferment. La France s'arrête. Heureusement que j'y suis allée tout de suite, ça aurait été compliqué autrement.
Et donc dès le départ, je me dis: «Bah, ma vie, je voudrais que ce soit, la moitié de mon temps, j'écris et je fais des podcasts et j'écris et j'essaie d'écrire un roman, j'essaie de le publier, j'essaie de voilà, d'en faire quelque chose et l'autre moitié, le podcast». Alors, donc ce roman, c'est La Jurée, tu veux nous en dire un petit peu plus après, mais c'était pas un manuscrit qui existait déjà. Non. C'était une idée et quand tu as, réussi à faire de la place dans et à trouver un équilibre pour te dire: «Ben, cette fois-ci, peut-être un tiers ou la moitié de ma vie, ça va être des prochains mois, ça va être, d'écrire, ce roman et d'essayer de le faire publier». Hem, tu comment tu t'y prends? Tu te dis, «J'ai des plages d'écriture, je vais m'isoler», ou au contraire, c'est, 5 minutes par-ci par-là? On sait qu'il y a des cerveaux comme ça, des gens qui sont capables de pouvoir, s'isoler, de se mettre dans leur bulle pendant 5 minutes, d'écrire, et ensuite de revenir. Moi, c'est pas mon cas, mais j'admire ces gens-là. Je crois que toi, tu fais partie de ces gens qui sont capables Je fais de plutôt partie peut-être, de cette équipe-là. Là, c'est quand même particulier parce que du coup, le monde s'est arrêté au moment où moi j'ai arrêté ces 5 ans, ces 5 années assez folles en agence. Donc d'abord, il y a un gros moment de vertige, et d'un coup, j'ai plus de mails, plus d'appels et cetera. Ça dure 15 jours et au bout de 15 jours, on me rappelle, que ce soit chez Havas, que ce soit dans des studios de podcast, parce que d'un coup, ben, les gens ont envie de faire des podcasts puisque les gens sont chez eux et qu'il y a des oreilles disponibles et donc on m'appelle pour faire un podcast pour Audible, pour les enfants. Retour en arrière, comme j'ai fait des magazines pour enfants pendant 5 ans et à ce moment-là et ben, les parents sont un peu désespérés à s'occuper de leurs enfants et qu'il faut essayer de trouver de nouvelles manières de les éloigner de l'écran ou de permettre à leurs parents de travailler. Du coup, on me propose de faire ça et puis on me propose de travailler pour la Maïf parce qu'ils avaient des événements, ils avaient différents projets, qui pouvaient pas se faire donc on s'est à l'agence, ils se sont dit: «Tiens, on pourrait faire de l'audio, tiens, qu'est-ce qu'on appelle? On appelle Claire». Finalement, très vite, j'étais assez occupée par le podcast, mais c'était plutôt une bonne nouvelle. Mais j'oubliais pas mon envie profonde. J'étais allée voir ce premier procès. Ça avait confirmé le fait que c'était un bon pitch, qu'il y avait vraiment une matière intéressante dans les tribunaux. Une matière intéressante parce que c'est un petit théâtre, ça révèle beaucoup de choses de la vie même et donc je passe une première partie, de mon temps à faire des recherches sur ce sujet, à appeler des gens qui ont été jurés, à regarder des documentaires, à écouter des podcasts, à lire des livres. Et donc j'ai une grosse phase de documentation pour commencer, tout en faisant des podcasts et puis dès que les podcasts se calment un peu, hop, je me mets à l'écriture et l'écriture la première version de ce roman, l'écriture me prend à peu près et pendant cette année-là, je construis petit à petit, mon métier de donc c'est podcast. 2020 quoi, c'est 2020. Je commence à écrire en 2020, ouais. Il sort en 3 ans après, en 2023 et sur ta question de comment j'écris, hem, j'écris comme je lis parce que c'est toujours ça le point de départ. Moi, je peux lire, 3 minutes dans le métro, je peux lire, j'adorais quand j'étais en repas de famille, quand j'étais petite, je lisais sur une table. Je pensais que personne ne me voyait, puis je crois pour cacher mon lit et je peux lire, dans à peu près toutes les conditions et je peux écrire dans pas mal de conditions aussi, dans un temps très court, si besoin et du coup, à cette question-là, en général, je réponds: «J'écris quand je peux écrire». Alors, Tu le driver. et c'est vrai que là, je fais, un zoom sur ton premier roman, La Jurée. Alors il se trouve qu'en plus je l'ai lu, alors j'ai pas lu le second, Qu'importe la nuit, mais il est au programme. Hem, c'est pas un roman policier, c'est pas un polar, ça ressemble un peu, vous avez tous vu ce film, 8 hommes en colère, enfin sur justement les coups ouais, c'est ça. Ils sont 11. Ils sont 11 pardon, pourquoi 8? 12. Bon, bah, 12 hommes en colère, Voilà. voilà. Ou 8, 11, 12. Mais il y a aussi 8 hommes en colère qui est sorti uniquement dans certains cinémas en Roumanie, hein, que vous avez peut-être pas vu. Hem, on est dans les coulisses et on est aussi dans la tête de cette jurée. Heu, la question c'est pas de savoir, est-ce qu'on sait, est-ce qu'on sait pas, c'est plutôt de se dire, à sa place, qu'est-ce qu'on aurait fait? Et donc tout au long du roman, on est en elle, on est avec elle, et c'est extrêmement réussi
c'est maîtrisé et efficace. Est-ce que tu l'as pensé comme ça? Est-ce que tu t'es dit: «Je veux faire un roman efficace»? Oui, tout à fait. Tout à fait parce que je savais moi j'écris, depuis à peu près toujours, mais je savais qu'a priori, ma qualité, c'est que j'écrivais facilement, de façon assez fluide, c'est bien ou c'est pas bien, mais en tout cas, heu, j'ai pas de difficulté à écrire en tant que telle. En revanche, je sentais, parce que j'avais déjà écrit des choses avant, que, la construction allait être un sujet plus difficile. Et là, en plus, je suis contrainte par un procès. On peut pas, échanger 2 événements comme ça pour, rajouter un peu de tension ou dire: «Ah tiens, je vais faire apparaître telle personne à tel moment parce que ça m'arrange». Donc j'ai vraiment, pour, la jurée, et ça n'a pas été le cas pour le deuxième, travaillé en amont un plan très structuré. C'est pas sexy, mais je l'ai fait sur Excel. J'avais vraiment des cases, de toutes les étapes du procès, et ce procès, il vient réveiller chez Anna, la jurée, heu, les fantômes du passé, les souvenirs de son enfance, et donc il fallait voir comment les 2 s'entremêlaient, ces 2 histoires-là. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment, travaillé comme ça, un C'est peu pour pallier une sorte de défaut, que j'avais de départ. Je savais que je pouvais être, tu vois, à me laisser un peu emporter par ma plume sans trop me poser la question de la tension narrative, et donc j'ai essayé vraiment de travailler cet ingrédient-là. Bon, c'est un véritable page turner. Donc je sais pas si vous êtes capable de pouvoir le lire 2-3 minutes comme ça dans le métro, dans les transports. En tout cas, moi je l'ai lu vraiment d'une traite parce qu'on y est, voilà, on y est, on a envie, d'en savoir plus. Au début, on me disait moi j'avais mis donc 3 ans entre le moment où j'ai commencé à travailler dessus et le moment où il est sorti, et les premiers lecteurs, c'est un énorme compliment, ils me disaient: «Ah je l'ai lu en 2 jours, ah moi je l'ai lu en 24 heures». Moi j'étais là genre: «Hey, moi j'ai passé 3 ans dessus les gars, vous vous rendez compte?» C'est un peu comme Victor René qui nous disait pour son film d'animation, de quelques minutes, elle a passé 9 mois. Et donc un second roman, Qu'importe la nuit, qui est sorti, cette année. Oui. Donc on change d'univers, mais on est toujours dans l'intimité. En fait, j'avais un peu les mêmes, la même ambition, avec celui-ci, et comme tu disais, la jurée, le lecteur, j'ai essayé de le placer vraiment au cœur du jury, que tout du long, on se dise: «Ah mais moi, qu'est-ce que je ferais à sa place? Comment je réagirais? Innocent, coupable, quel verdict? Quelle peine? Qu'est-ce que je ferais?» Et puis alors, hem, on peut dire aussi les autres membres, du jury, les autres jurés. C'est ça qui est génial, c'est qu'il y a aussi un groupe qui se constitue mmh, et il y en a clairement qu'on déteste dès la première ligne. elle, par exemple, elle est inspirée, je ne peux pas dire son nom, mais de quelqu'un que je connais de G l'univers du podcast. OK, Elle a ah tout très bien, écrit. très, très bien, très, très bien et donc Qu'importe la nuit, tu restes dans ce côté intime. Oui, mais dans une cellule familiale, là, pour le coup, plus resserrée. L'histoire de Qu'importe la nuit, c'est, c'est autour d'un délit de fuite, en fait. Jérôme percute une silhouette, en pleine nuit, à 1 mois de son mariage. Donc il va en parler avec, Victoire, sa peut-être future femme. On verra s'ils se marient ou pas finalement. Ils vont pas avoir le même point de vue. Victoire lui dit, donc: «Tu vas pas rester avec ça sur le cœur. Tu vas pas te On va pas se marier avec cette ombre, derrière nous de qu'est-ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Il faut que tu ailles à la police, il faut que voilà, il faut te dénoncer, puis peut-être que c'était rien». Elle lui dit: «Mais ça ne sert à rien, c'est fait, on va pas prendre le risque de chambouler toute notre vie pour ça». Et et donc je place le lecteur au milieu de ce couple, à essa moi j'ai tendance à vouloir qu'on ne juge pas les personnages trop durement, à ce que ce soit toujours dans des nuances, que ce soit ni tout blanc, ni tout noir. Je travaille les nuances de gris, c'est ce qui m'intéresse. Hem, mais c'est un roman pour le coup que j'ai travaillé très différemment parce que quand, La Jurée est sorti donc en avril 2023, et en mai 2023 j'ai eu un enfant, et donc j'ai pas pu, reprendre tout de suite, l'écriture parce qu'il y avait, voilà, plein d'autres choses dans ma vie. Tu m'as dit dans la préparation, tu as eu 2 bébés, Ouais, donc ouais, un vrai bébé et puis un bébé livre. et un bébé livre, ouais, et parfois j'ai eu l'impression que le bébé livre, grignotait un peu du temps du bébé en chair et en os. Maintenant j'ai l'impression que c'est l'inverse. Il y en a un qui m'empêche plus que l'autre, mais je les aime tout pareil, hein, Alors et 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 donc je crois qu'il y a
il y a un troisième projet de roman qui est... On peut en parler? Oui, alors le troisième, c'est un roman ado. Voilà, comme ça, vous avez vraiment tout à vous. C'est un roman ado dans lequel C'est la genèse des Tortues Ninja, non? ouais, tout à fait. Ah, moi, je suis plus Barbie, tu vois, mais non, c'est un roman ado et c'est un plaisir fou de l'écrire. La sortie du premier roman était très particulière. J'étais enceinte pendant toutes les semaines qui précédaient. C'était un premier livre. Je l'ai vécu avec vraiment beaucoup de joie et de bonheur. Et puis, c'était que des bonnes surprises. Et il y en a eu vraiment beaucoup avec La Jurée. Le deuxième roman, puisque mon ventre était vide, je regardais beaucoup plus mon nombril et c'était difficile parce que je m'étais mis, je crois, pas mal de pression. Je reçois beaucoup de messages au sujet de La Jurée. Beaucoup de gens qui me disaient: «Ah, j'ai hâte de lire le prochain, ah j'ai» et moi, je sais pas, à chaque fois, ça venait se cumuler de pression sur de la pression, sur de la pression. Donc je sais pas, j'ai trouvé que c'était difficile et tous les auteurs que je connais, me disent que si. Je posais la question à une autrice de best-seller il y a pas très longtemps qui est à son 12e roman et je lui ai dit: «Rassure-moi, 2e, j'ai trouvé ça dur, mais ça s'arrange au fur et à mesure». Elle m'a dit: «C'est de pire en pire». Voilà, donc on verra là-dessus, mais un roman ado, je sais pas, ça déplace les choses, ça me permet d'explorer des thématiques différentes. On l'a compris, au cœur de tout ça, il y a une passion pour la littérature. Si je peux la transmettre dès cet âge-là, moi j'en serais très fière. Je vais aller voir des collégiens, des lycéens déjà avec La Jurée. Il y a 2 garçons qui sont venus me voir un jour en me disant: «Madame, vous savez qu'à cause de vous, on n'a pas réussi à dormir. On s'est couché hyper tard parce qu'on n'arrivait pas à arrêter de lire». Et je me disais: «Mais c'est le meilleur compliment, en fait». Donc si j'arrive à faire ça avec ce roman ado, je pense que j'aurai l'impression d'avoir accompli quelque chose, de chouette. Donc je continue ce chemin-là, mais quand même toujours avec, la plume dans une main et le micro dans l'autre. J'ai pas arrêté pour autant, de faire du podcast. Heu, Ça reste 50 de mon temps à peu près. Heu, je Cette année, pour vous donner une idée, parce que je trouve que c'est important d'en parler, cette année, les livres, c'est 70 de mes revenus et le podcast au sens large, 30. Je pense que l'année prochaine, ce sera le contraire, que l'année prochaine, je ne sors pas de livres. Donc il y aura moins de rentrées d'argent à ce niveau-là. C'est quelque chose qui devrait fluctuer comme ça au fil des années. Mais moi, mon objectif, c'est de passer à peu près la moitié de mon temps sur mes livres, l'autre moitié sur l'audio au sens large et de continuer à jongler, sur cet équilibre-là qui me permet aussi d'avoir des projets sur du temps long avec le roman. Donc on commence à écrire, on sait qu'il y en a pour 1 an, 2 ans, il y en a parfois plus d'ailleurs et le podcast qui me permet d'avoir des projets, courts, en contact avec des gens, dans la rencontre, je fais du montage, ça occupe une autre partie de mon cerveau, en fait, faire mon C'est une propre autre bulle. montage. Voilà, c'est une autre bulle, mais j'aime bien le fait qu'elle puisse cohabiter. Bon, tu nous as dit, toi, tes armes, entre guillemets, c'est la plume et le micro. Je pense que c'est une super conclusion. Merci beaucoup, Claire, d'être venue partager ta bulle. On t'applaudit fort.